Bienvenue dans ce deuxième épisode de Bouger pour grandir dehors avec l'ergothérapeute Cindy Bonenfant. Salut Cindy! Allô Josiane! Dans l'épisode précédent, on a parlé des bienfaits de jouer dehors, les bénéfices physiques, cognitifs, affectifs. Donc, on a eu les pourquoi. Là, ce qu'on aimerait, ce sont les comment. On voudrait des idées d'activités pour nous inspirer sur la façon d'utiliser les éléments de la nature pour stimuler la motricité des enfants. Tu penses-tu pouvoir nous aider avec ça? Absolument. Oui. OK, excellent. On débute ça après la petite présentation. Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Alors, quand on parle de créer des contextes qui sont stimulants pour la motricité globale et fine, à quoi on pense? C'est quoi les capacités qu'on veut voir évoluer? Excellent. Bien, au niveau des capacités, moi, je te dirais la motricité globale, on pense à l'équilibre, à la force musculaire, aux différentes positions, postures qu'on peut prendre de jeu. Tout ce qui est comme la coordination des mouvements, la dissociation du corps. J'en oublie-tu au niveau moteur global? Non, c'est pas mal ça. Et c'est quoi les actions, dans le fond, qu'un enfant fait dans son quotidien qui lui permet de développer ça au fil des années? Ça peut être marcher, courir, grimper, transporter, rouler, s'accroupir. Ça peut être se suspendre. Fait que c'est différentes activités là, qui permettent de développer les habiletés motrices globales. Oui. Et se déplacer de différentes façons, comme à quatre pattes, les mains et les pieds. Et même à travers toutes celles que tu as nommées, on peut les faire de manière variée. Par exemple, marcher, on peut marcher de face, de côté, de reculons, sur un pied, sur la pointe des pieds. On peut courir vite, lent, de reculons. Même chose pour les sauts, hein? On peut varier les directions, en effet. Ouais. Oui. Puis maintenant, pour la motricité fine, ce sont quoi les capacités qu'on souhaite travailler? Bien, avec motricité fine, moi, j'ai toujours en tête la force du haut du corps, les membres supérieurs, les mains. Ensuite de ça, on parle souvent de dextérité manuelle. Oui. On parle de coordination motrice fine également. Donc, les préhensions, différentes façons de tenir les choses et de bouger les doigts d'une manière indépendante les uns des autres. C'est ça qui donne la dextérité. Absolument. Manipuler des choses. Puis dans les actions, moi, je pense beaucoup, prendre des objets de différentes formes, différentes grosseurs, les relâcher. Ça peut être des actions d'empiler, de transporter, transvider. Coordonner les deux mains. Absolument. Utiliser des outils. Oui. OK. Et c'est là que vient le mariage entre l'action qui vient du corps et l'environnement et les éléments de la nature qui peuvent être inspirants à ce niveau-là. Et quand un enfant se développe, typiquement, c'est assez naturel de percevoir les possibilités de son corps en fonction des possibilités de l'environnement. Par exemple, s'il y a une branche par terre, je sais que je peux sauter. J'ai appris que mon corps est capable de faire ça et comment sauter à différentes hauteurs. Et j'apprends aussi à décoder la hauteur de la branche et l'action que j'ai besoin de faire pour sauter par-dessus. Donc, ce que je viens de décrire, c'est le processus d'idéation motrice et de planification motrice. Donc, d'être capable de visualiser ce que mon corps peut faire en fonction de ce qui est dans l'environnement. Et quand l'enfant joue librement à l'extérieur, il va faire ça naturellement et on n'aura pas besoin de stimuler différentes actions. Mais il peut arriver qu'un enfant a besoin d'un coup de pouce
à ce niveau-là. Et c'est là que l'activité qu'on va faire ensemble, une analyse d'activité à la ergothérapeute, va peut-être donner des idées à l'adulte qui accompagne l'enfant, qui bouge soit d'une manière moins variée ou pas assez. Alors, Josiane, avec les différentes activités qu'on va lancer, là, qu'on va se partager, on peut garder en tête que c'est pour des enfants, oui, qui ont certains défis au niveau de leur développement, mais aussi les enfants qui, spontanément, ont plus de difficultés à prendre des initiatives ou plus de difficultés à imaginer ou créer des jeux. Oui. Donc, ça va pouvoir être inspirant pour eux. Tout à fait. OK, Josiane. Si, exemple, je te donne un élément de la nature, je te donne l'eau. Qu'est-ce qui pourrait t'inspirer comme activité pour travailler là, les aspects moteurs, globaux et fins? Alors, au-delà de l'évidence de si j'ai une piscine ou un lac et que je suis en sécurité au niveau aquatique, que je peux nager, l'eau peut s'utiliser de plein de façons différentes. Mettons une flaque d'eau. Bien, je peux sauter dedans. Je peux m'accroupir, faire flotter une petite feuille qui devient un petit bateau. Je peux aller chercher n'importe quel contenant et je peux ramasser de l'eau, la lancer, la transvider. J'ajouterais aussi, sauter dans les flaques d'eau, on peut varier les différents types de sauts, que ça soit 2 pieds, un pied de côté, en arrière. Ça peut être super intéressant aussi quand il fait assez chaud dehors puis qu'il pleut. On peut être en maillot pour jouer dans les flaques d'eau, ce qui nous permet de varier nos positions. On peut s'asseoir dans la flaque d'eau, asseoir un bébé dans une flaque d'eau, c'est intéressant. On peut être couché à pleuvante aussi si c'est une petite flaque d'eau. Puis si jamais il n'y a pas de flaque d'eau, il n'y a pas de pluie, on peut utiliser un boyau d'arrosage. Oui, on peut faire pleuvoir. Et un boyau, là, pour un tout petit, c'est lourd. Hein? Il va le tenir à une main ou à 2 mains. Et ça challenge sa posture. Et en même temps, il peut arroser par en haut, recevoir l'eau. Encore là, travailler son équilibre. Il y a tous les arrosoirs aussi. On peut jouer à courir, sauter dedans. Des heures de plaisir avec de l'eau pour la motricité globale. Et un peu avec la motricité fine, si on va chercher des petits équipements. L'arbre. L'arbre, OK. L'arbre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'arbre? Ses racines, ses feuilles, son écorce. Oui, absolument. Bien, écoute, on peut tout simplement y grimper, hein, si on a les capacités puis si on a un arbre qui se prête à ça. On peut, s'il y a des grosses racines au sol, on peut l'utiliser comme une poutre pour marcher dessus ou pour sauter par-dessus. Ça peut être intéressant. Oui. Avec l'arbre, on peut se servir des feuilles pour faire différentes choses. On peut découper des feuilles. Et puis là, tu tombes dans mes intérêts, là, découper, oui. Je pense aux feuillus, mais on peut prendre les épinettes, les épines, des conifères, puis on peut les découper. On peut faire un herbier aussi. Un herbier, c'est vraiment intéressant, tu sais. Un herbier, en fait, c'est que tu prends des feuilles recyclées ou tu prends un cahier dans lequel tu vas aller coller différents types de feuilles pour identifier. Fait que tu utilises différents outils, la colle, le crayon. Il faut que tu sois capable de calibrer tes mouvements, d'être précis aussi pour créer ça. Puis en même temps, il y a tout le côté cognitif, langagier, tellement. Au niveau des feuilles. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec les arbres? Bien, il y a tous les fruits, les fruits des arbres aussi qui est intéressant, là, que ça soit les fruits qu'on connaît, là, les pommes, des poires. On va aller faire de la cueillette, on peut faire des dégustations, tout ça. Mais je pense entre autres aux hélicoptères, des érables. On peut s'amuser à les lancer dans les airs puis à les rattraper. Ah oui. Les cocottes aussi, les pommes de pin, là, ça peut être vraiment intéressant. On peut s'amuser à enlever les petites écailles. On peut s'en servir là, comme matériel polyvalent, comme on a parlé là, lors du premier podcast. Les branches, les écorces. Oui, il y a différents
types de jeux qu'on peut faire. Branches, on peut s'en servir pour les mettre au sol, sauter par-dessus. On peut s'en servir aussi pour tracer des choses. Là, c'est sûr que l'été, ça va prendre un médium là, pour tremper la branche dedans, mais on peut quand même s'en servir pour tracer dans le sable, exemple. Ça peut devenir un outil. Des petites branches, moi, je trouve ça intéressant. Des fois, on peut comme faire de l'enfilage, rentrer des feuilles dans la branche, puis faire une guirlande ou quelque chose. L'écorce, moi, j'aime beaucoup quand il y en a par terre. Là, j'aime pas arracher les choses des arbres, mais l'écorce, c'est très agréable à mettre dans l'eau pour faire flotter, puis on peut s'amuser à mettre des choses dessus pour voir, là, ça va-tu caler? Fait que, relâcher là, avec précision des objets. J'aime beaucoup l'écorce de bouleau, qui est un papier naturel. Donc, on peut s'amuser avec différents médiums, faire des dessins là, sur l'écorce de bouleau. Oui, on peut la découper aussi. Elle est plus molle, celle-là. Absolument. Puis, pour les plus vieux, ça peut être intéressant aussi un économe, là, un épluche carotte. Là. On peut s'amuser avec les branches, à éplucher la branche, à enlever l'écorce. Fait que ça fait une autre sorte d'outil là, à manipuler. Ici, je recommande, parce que c'est quand même coupant, je recommande l'utilisation de petits gants là, de construction. Oui, tout à fait. Puis il y a un enseignement. Il y a un enseignement sur comment l'utiliser. Là. Souvent, je vais faire mon enseignement verbal à l'enfant, puis la guidance, puis la surveillance. C'est ça. Fait qu'il faut... Il y a une prise de risque à ce niveau-là. Ouais. Super. Puis j'ai appris le mot économe. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Oui, c'est ça. Économe, et plus carotte, patate. Oui, c'est ça. Cool. Puis les enfants qui sont d'âge à apprendre les lettres, les majuscules, des heures de plaisir à trouver des branches qui forment des lettres, parce que les majuscules, la majorité se forment avec des lignes droites et certaines branches sont courbées et on peut construire des lettres, par exemple son nom. Oui. Ou des formes, ou en effet des dessins. Oui. Le sable, tu as parlé du sable, on peut gratter dedans avec la branche. Quoi d'autre ça nous apporte le sable comme possibilité? Le sable, c'est un matériel polyvalent qui est vraiment intéressant, un peu comme l'eau. On peut s'amuser à construire des choses avec le sable, à creuser, faire du transvidage. On peut s'amuser à cacher certaines parties corporelles dedans, cacher nos pieds, cacher nos doigts. On peut cacher des objets dans le sable aussi. Là, c'est ça. Puis après ça, refouiller dedans. Moi, j'aime beaucoup le sable, la cuisine debout, en fait. J'utilise le sable, je rajoute de l'eau. En fait, c'est les enfants là, qui font leur petit mélange. Fait qu'on fait de la cuisine debout. Fait qu'avec ça, on peut s'amuser avec du matériel de cuisine. Moi, je prends beaucoup le vrai matériel. Utiliser des ustensiles, des verres, puis des assiettes en plastique, des chaudrons, des entonnoirs, des choses qu'on retrouve dans la cuisine. Ça doit être le fun avec du sable. C'est vraiment le fun. Puis tu me fais penser passoire, ça peut être une chasse au trésor, qu'on cache des objets dans notre carré de sable, puis que l'enfant doit passer le sable là, dans sa passoire pour retrouver les trésors. La pelle puis le seau, c'est sûr, mais on peut prendre une cuillère aussi pour raffiner de plus en plus les muscles qui tiennent les ustensiles. Absolument. Tous les outils peuvent être intéressants. Cuillère, fourchette, ça peut servir de mini-râteau. Moi, j'aime beaucoup aussi sortir les couteaux à beurre, là, qui n'est pas un grand danger. C'est tellement une bonne idée. C'est qu'on peut s'en servir pour couper certaines choses. Si je reviens avec la cuisine debout, ça peut être, on peut couper des feuilles avec ça, puis inventer des recettes, on peut... Mais je pensais au beurré aussi, quand tu as de la boue, beurré, tartiné. Tartine, toast à la boue. Le petit mouvement du poignet, de rotation. En effet, ça, c'est vraiment... c'est une bonne idée. Puis le sable étant très instable au niveau de l'équilibre, la posture, c'est vraiment le fun. Par exemple, essayer d'être debout sur un pied, une position de yoga, par exemple, dans le sable, ça change toute la donne sur un sol dur. Absolument, c'est vrai. Puis même, je pense aux plus petits, les bébés qui sont en train de développer leur corps, leur équilibre, de se déplacer dans le sable, ça apporte une instabilité au niveau de la posture, puis tout au niveau sensoriel. On n'en a pas parlé de ça, mais le toucher au sable, tolérer les grains de sable sur sa peau, la chaleur du sable ou des fois il est froid. Fait que,
Mais tellement. Puis le sensoriel, c'est vraiment beaucoup lié au développement moteur parce que pour manipuler un outil, il faut que je le perçoive bien, ces différents points de contact avec ma peau. Alors, plus je développe ma capacité de discriminer les textures en touchant à différentes textures, donc matériaux comme le sable, la terre, l'herbe et tout ça, plus je contribue au développement de ma motricité fine aussi, indirectement. Absolument, absolument. Puis je me rappelle plus si on l'a dit, mais tu sais, le sable est quand même un matériel de construction intéressant, hein, faire des châteaux de sable ou se servir pour faire tenir deux branches. Ou, tu sais, on peut incorporer des éléments de la nature autres aussi dans nos jeux de sable. Oui, puis quand on fait le château, là, puis qu'il y a de la boue qui est dans le seau, puis c'est à l'envers, puis là, il faut zigonner un peu le seau pour enlever ça sans que ça défasse le château, là, ça... Toute la ceinture scapulaire puis le contrôle au niveau de la stabilité des bras est super importante. La gestion de la force, parce que sinon, je détruis tout ce qui est en dessous. C'est plein de possibilités. Absolument, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Et s'il y a une pente pas loin, une butte, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben écoute, on peut y grimper de différentes manières. Je pense, entre autres, on peut la grimper en rampant comme un serpent ou à quatre pattes comme un loup. On peut aussi, si elle n'est pas trop abrupte, on peut la rouler, hein, en étant couché au sol, soit en la descendant. Exemple, on peut inventer qu'il y a un ébouli de roches, ou de troncs d'arbres ou de bûches, puis là, on se met à rouler. On peut faire des pirouettes, là, les fameuses culbutes aussi. On peut se pratiquer dans des pentes, ça peut être aidant. Là, une pente légère. Oui, légère. Petite pente. Tout ça aussi, on peut les faire en remontant. Rouler en montant la butte, ça demande quand même beaucoup de force. C'est un effort de plus. C'est différent complètement comme mouvement. Oui, c'est ça. On peut peut-être mettre une corde puis demander aux enfants de se tirer après la corde en étant, exemple, debout si c'est vraiment plus à pic. J'aime. Et les roches. Cailloux, gros rochers, on peut grimper dessus. On ne grimpe pas ce petit caillou, le gros. Oui. En effet, on peut grimper dessus, on peut sauter. Sauter en bas, tu sais, les enfants, quand même, hein, tout dépendant de la roche, elle est comment faite, elle est quelle hauteur. Tu sais, l'enfant doit analyser, tu sais, comment... doit planifier ses mouvements, doit analyser s'il est prêt à faire ça. Ça peut être s'il y a plusieurs rochers près les uns des autres. Ça peut devenir un parcours moteur, de sauter d'une roche à l'autre ou de faire des pas de géants. Ça peut être vraiment intéressant. Il y a des gros rochers qui sont vraiment intéressants pour glisser aussi, glisser sur les fesses, glisser à plat ventre, les pieds en premier, bien sûr. Fait que ça peut devenir intéressant. Des moyens rochers, les enfants, ils aiment beaucoup. Moi, j'aime beaucoup leur proposer des soulevés ou des faire rouler pour pouvoir regarder s'ils se cachent du micro en dessous, des insectes. Puis en même temps... Toujours. Oui. Toujours. Puis en même temps, tu sais, ça travaille vraiment la force au niveau du corps, des épaules, la conscience de ton environnement autour. Tu sais, il faut pas que ton pied soit là si tu vas la faire rouler, si tu veux pas faire rouler sur ton pied. Fait que ça, c'est pour, mettons, les moyens rochers. Puis les petites roches, ça devient vraiment intéressant pour différents types de manipulations. Autant qu'on les ajuste dans notre main, qu'on les empile, on peut les assembler, les regrouper. On peut s'en servir pour différents jeux. Il y a des enfants qui vont même s'en servir comme petits personnages. Puis ça me fait penser... Oui, vas-y, Josiane. On peut aussi dessiner selon si on a, par exemple, une surface là, comme de l'asphalte très foncé. On peut dessiner avec des petites roches aussi. Oui. C'est juste ça que je voulais dire. C'est bon. Mais je pensais qu'elle allait sortir la même idée qui m'était popée dans ma tête, mais on peut les peinturer, les roches. Il y a des crayons qui existent aussi là, qui vont colorier les roches. Fait que ça devient intéressant, là, tout ça juste avec des roches. Oui, puis quand tu parles de manipulation, on parle de manipulation dans la main. Donc, l'idée, des fois, c'est de lancer le challenge aux enfants. Combien de petits cailloux tu peux ramasser un après l'autre dans la même main avant de commencer à les échapper. Parce que c'est facile de prendre avec une main, mettre dans l'autre main ou mettre dans un contenant. Mais on en prend jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5. Et ce qu'on fait là, c'est de la conservation. Donc, on va les chercher avec
pouce, index, majeur peut-être, on vient les cacher entre l'annulaire puis l'auriculaire, aller en chercher d'autres. Et c'est là que se développent les manipulations dans la main, finalement. Oui, en effet, c'est vraiment intéressant. Oui. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on peut s'en servir pour créer les roches aussi. Hein? Tu parlais de lettres d'alphabet avec les branches. On peut faire la même chose avec les roches. Ça peut être les lettres, ça peut être des formes, mais ça peut être aussi de l'art nature. Hein? L'art nature, c'est quelque chose de... Ça peut ne représenter rien du tout, pas quelque chose de réel, être abstrait, mais ça demeure que c'est ça, c'est intéressant. Puis ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre une photo avant de laisser notre art, parce que le vent peut passer, ça peut tout se défaire, donc ça crée peut-être un intérêt qui va être plus prononcé pour le faire parce que je peux le conserver. C'est ça. Puis ça dépend vraiment comment tu perçois l'art nature. Il y en a qui vont dire, non, c'est éphémère. OK. Fait qu'on garde pas de traces de ça. Mais il y en a d'autres comme moi qui aiment beaucoup prendre quand même des photos en souvenir. C'est ça. Fait que ça dépend comment tu le sens. Les insectes qui étaient en dessous de la roche, on peut-tu poursuivre là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité pour notre motricité globale, notre motricité fine avec les fourmis, les larves, les vers de terre? J'aime ta face, Josiane. En fait, les enfants sont vraiment naturellement intéressés par le micro, les insectes et tout ça. Tu as une tonne de choses que tu peux apprendre sur les insectes. Quand je pense, exemple, à l'observation, tu sais, on pense pas, mais les enfants, des fois, ils vont s'accroupir, ils vont se mettre à 4 pattes pour les observer, même à 3 pattes, avec une loupe, tu sais, tu tiens la loupe pour les regarder ou à plat ventre. Tantôt, je disais qu'on pouvait soulever des roches pour les trouver, soulever des troncs d'arbres. Des fois, j'ai des copains qui se mettent 3-4 ensemble, là, puis ils font rouler un gros tronc qui a tombé, là, ensemble. Fait qu'on trouve plein de choses, là, en dessous de ça. Pour la motricité fine, ben c'est toute la coordination des mouvements. Tu veux pas l'écraser, tu veux l'apprendre. Tu veux prendre l'insecte, mais tu veux pas l'écraser. Des fois, tu veux pas y toucher nécessairement. Fait qu'il faut que tu trouves une solution pour le prendre. Ça peut être une feuille. Donc, moi, j'aime bien avoir un bocal d'observation. Donc, on prend un insecte, on le met dans le bocal, puis on l'observe, puis après ça, on le libère. Fait que, tu sais, toute la calibration, tu sais, de la force, les petits mouvements fins, ça travaille quand même différents aspects là, de la motricité. Je mets ça dans mon prochain plan d'intervention, là. Jouer avec des vers de terre pour développer l'ajustement de la force sur le crayon. Oui, c'est ça. En effet. Sont rough quand même, les vers de terre. Sont faits durs, je trouve. Oui, c'est ça. Ils sont faits durs, oui. OK, mais on les remercie. OK. À part les insectes, y a-t-il d'autres animaux qu'on peut... C'est pas facile là, de jouer à attraper la marmotte? En général, on les attrape pas. On les observe. C'est sûr que si j'ai envie d'observer un animal, tout dépendant de ce qui est placé, moi, je vais me déplacer. Il faut que je me déplace lentement. Ah oui, c'est vrai. Si je veux pas lui faire peur, des fois, il faudra que j'enjambe peut-être des obstacles naturels. Je pense, exemple, je suis en forêt, puis je suis à la recherche ou à la poursuite d'un écureuil, ça se peut très bien que j'aie besoin d'enjamber certains obstacles naturels. Mais j'aime ton idée de se déplacer au ralenti pour pas faire de bruit. Ça arrive. Moi, j'ai des lièvres qui viennent dans ma cour, puis je veux les observer, mais ils sont très peureux. Fait qu'on y va doucement. On travaille tellement notre inhibition, pas agir trop vite, pas lui faire peur. C'est super social aussi au niveau de comprendre les besoins de l'autre. Mais en tout cas, là, on est dans la motricité, mais c'est vrai, les gros animaux. Puis si on a comme un chien à nous, peut-être qu'on peut aussi... les animaux domestiques, c'est super intéressant. C'est sûr que dehors, on peut faire différents types de jeux, là, courir, sauter avec eux, lancer des balles.
Il y a observé les traces aussi d'animaux, tu sais, ça demeure que quand même, tu as des déplacements à faire. Souvent, tu vas te mettre accroupi, tu sais, pour essayer de regarder la trace, de la comprendre. Tu vas aussi te déplacer à travers l'environnement pour la suivre. Fait que ça peut vraiment être intéressant de ce côté-là. Oui. Bon point. Avec la forêt, là, plein de possibilités pour les animaux. Une autre activité que j'aime faire qui va rechercher la motricité fine, c'est que par rapport aux traces, aux animaux, on peut s'amuser à dessiner ce qu'on voit. Ouais. On peut s'amuser à dessiner la trace sur la terre ou, c'est ça, dessiner un petit écureuil ou... Bien, je voulais faire un petit aparté avec quelque chose que tu as mentionné dans l'autre épisode où tu parlais de se faire un petit bac ou un petit sac d'objets polyvalents de la nature, par exemple, à amener des branches, des petites roches pour jouer sur le balcon, par exemple. Donc, amener la nature à nous. Mais on peut aussi se faire un petit bac ou un petit sac d'objets usuels qu'on va amener en nature. Donc, un petit calepin pour dessiner, des ciseaux si on va avoir le goût de découper. Quoi d'autre qu'on pourrait avoir là-dedans qui peut être recruté pour faire des activités? Oui, moi, dans mon bac, j'aime bien mettre différents types de crayons, crayons de cire, crayons de bois, mais aussi l'été, quand on fait des feux, quand le feu est éteint, bien sûr, et froid, on a du charbon de bois. Ça, j'aime beaucoup ça, avoir un petit sac Ziploc de charbon de bois. C'est pas facile à manipuler, ça tâche les doigts, puis il faut pas peser trop fort parce que ça se défait, mais c'est pas grave. Si ça se défait, on peut faire de la poudre aussi, puis faire des dessins avec ça. Fait que ça, j'aime vraiment ça, le charbon de bois. Qu'est-ce que j'ai dans mon bac? Souvent, j'ai feuilles recyclées, carton recyclé. On peut mettre... moi, je mets souvent tout ce qui est comme loupe, des pinces en plastique de différentes grosseurs. Donc, en fait, on peut mettre des ustensiles, on peut mettre plein de choses. Oui. L'idée, c'est de la mettre selon nos intérêts puis selon les intérêts de l'enfant. En fait, ça s'adapte en fonction de où qu'on va puis qu'est-ce qu'on va faire. Oui, parce que l'enfant peut avoir l'idée lui-même et quand il connaît le contenu du sac, il va dire « Ah, j'ai une corde dans le sac, puis là, je vais attacher 2 branches ensemble » ou des choses comme ça. Absolument, oui. OK. Et avec les végétaux, fleurs, herbes, mauvaises herbes, quelles sont les possibilités? Bien, encore ici, il y a différentes possibilités. On peut s'amuser à faire une salade salade de végétaux. On peut couper des mauvaises herbes ou de l'herbe, puis mélanger ça ensemble, ajouter quelques fleurs, puis faire à semblant qu'on a fait une super salade estivale. On peut en cueillir pour faire un bouquet de fleurs. Oui, tout simplement. Ça peut être tout simplement ça. Il y a des enfants aussi que, des fois, je vais leur proposer de les dessiner. Tu sais, par exemple, une fleur, quand on ne veut pas nécessairement la cueillir, on peut s'amuser à la dessiner. On peut s'amuser à enlever les petites pétales. Tu sais, je ne sais pas si tu joues à ça, toi, Josiane. La marguerite. Il m'aime pas. C'est ça travaille beaucoup, tu sais, la motricité fine. Si on fouille sur Internet, là, il y a différentes activités. On peut faire de la pâte à modeler avec des pissenlits. Il y a des choses comestibles aussi qu'on peut faire. Je sais qu'il y a des recettes de miel, de pissenlit, de miel, de lilas. Fait que ça donne un objectif à l'activité. Allons découper des pissenlits et faire une salade. Il y aura une suite quand on va rentrer à la maison après. Oui, puis ça montre aussi que, tu sais, souvent, ce qui est considéré comme mauvaise herbe, il y en a quand même qui ont plusieurs vertus puis qui sont bons à avoir. Hein? Oui. Puis, j'aimerais faire un lien entre l'activité qu'on vient de discuter et celle des insectes, parce que si on fait un bouquet de fleurs et qu'on veut le rentrer dans la maison, souvent, ça vaut la peine de faire une inspection avec une loupe, parce qu'il va souvent avoir des fourmis ou d'autres petits insectes. Donc, ça peut faire partie de l'activité. En effet, oui. On peut s'amuser après ça à les enlever doucement sans les écraser pour les remettre dans leur habitat. Ouais. Un autre matériau qu'on risque de rencontrer à l'extérieur, c'est de la terre. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de la terre? Il y a tout ce qui se faisait avec le sable, donc de creuser, un peu moins cacher des choses dedans, puis tout ça, parce que se mettre les mains... Ça peut être le fun, Josiane, vraiment. Okay. Moi, je suis très, très sensorielle. J'aime beaucoup stimuler le sensoriel avec les éléments de la nature. Mais quand tu parles terre, moi, ce qui me vient en tête, c'est le jardinage, le jardin. Tu sais, faire pousser des légumes, faire pousser des fruits, puis
on pense pas nécessairement à ça, mais ça a vraiment un potentiel de développement moteur. Tu sais, je pense, entre autres, quand on va travailler dans notre jardin, tu sais, on va être accroupi. Ouais. S'il y a des petits bacs un petit peu hauts, tu sais, pour les bébés, c'est vraiment intéressant parce qu'ils peuvent travailler le à genoux, ils peuvent travailler le debout en étant en appui là, sur un rebord de jardin surélevé ou un bac plus rigide. On se déplace aussi, tu sais, à travers le jardin. Il faut regarder où est-ce qu'on marche pour ne pas écraser nécessairement nos légumes. Puis au niveau de la motricité fine aussi, là, tu sais, il y a tellement de choses à faire, tu sais, que ça soit pendant la préparation de la terre, du transvidage de terre, mélangeage. Je sais pas si ça se dit, là, mélangeage. Ben oui, ça se dit. Ça OK, se c'est bon. On peut utiliser... On est au Québec, ça se dit. On peut utiliser différents outils pour ça aussi. Là, on pense à la pelle, râteau, mais une fourchette, une cuillère, ça peut vraiment être intéressant. Donc, ça, c'est pour la préparation. Après ça, pour planter les graines ou planter les petites pousses. C'est tellement petit. Ça prend de la précision. C'est ça. Tu utilises ta pince à pouce index. Après ça... Il faut que tu calibres bien ta force puis que tu coordonnes bien tes mouvements. Puis après ça, c'est apprendre à prendre soin, prendre soin des plantes, arracher les mauvaises herbes, puis l'arroser. Arroser, on pense souvent avec une hose, mais ça peut être avec une bouteille à vaporiser qu'on arrose les feuilles. Ça fait travailler les mains. Ça peut être une seringue là, qu'on va aller arroser la terre, des pipettes. C'est super créatif. Une éponge qu'on va tordre. C'est sûr qu'il y a de la pluie, mais on peut l'aider avec tout ça. Puis je pense à l'arrosoir aussi. Plus il y a de l'eau dans l'arrosoir, plus je travaille la stabilité de mon épaule. Absolument. Pour verser. Oui. Puis après ça, tu as la cueillette. Donc, moi, j'encourage de prendre des ciseaux. Fait que ça donne une autre opportunité pour travailler les ciseaux. Là, se récoller bien, là, couper la tige de concombre, puis des feuilles de salade. Puis en bonus, on a travaillé la patience entre les deux pour attendre que ça pousse. Et si on a la chance d'avoir un grand espace, un champ, là, les possibilités sont... infinies. On peut courir, jouer à la tag. On peut faire des parcours moteurs aussi, ça peut être intéressant. S'il y a des éléments là, qui nous permettent, on peut, on l'a pas dit dans les animaux, mais on peut faire des marches d'animaux puis se déplacer de différentes façons. Oui. Que ça soit un serpent, un loup, une poule... c'est ce qui me vient en tête, là. Le lapin. Le lapin, oui, pour sauter, en effet. Les petits sauts. Ça peut être un peu les jeux qu'on connaît, là, tu sais, un peu un 2-3 soleil, ou que l'enfant, tu sais, doit s'approcher de quelqu'un, puis d'être capable de s'arrêter, là, quand c'est le temps. Mais que c'est sûr que quand c'est grand, il y a différents types de jeux, là, qui peuvent être faits. Les jeux de balles, ballons, ça devient intéressant, les sports aussi. Oui, tout à fait. Puis si on habite en ville, puis qu'on n'a pas tant de sable, de terre, de forêt à portée de la main, on a beaucoup d'asphalte. Est-ce qu'on peut considérer que l'asphalte, comme c'est un élément de la nature urbaine pour stimuler la motricité? Ben oui, tu sais, dans le fond, ça fait partie de notre réalité. En effet, en ville, les rues, puis nos entrées sont généralement faites en asphalte, mais... Là aussi, il y a plein de potentiel. Tu sais, on peut faire différents déplacements, courir, marcher, tout ce qui est les équipements roulants, là, ça peut devenir intéressant. On peut tracer des marelles en impliquant les enfants dans le traçage des marelles avec les craies, là, en faisant des carrés. Puis, À quel âge l'enfant est capable généralement de construire un carré? J'ai envie de dire autour de 4 ans, 4 ans et demi, là, tout dépendant des enfants. Puis, tu sais, si c'est pas des carrés puis c'est des ronds... Oui, c'est pas grave. Pas grave, ça fait quand même une marelle intéressante. Puis à la marelle, je rajouterais aussi que ça vient souvent avec le lancer d'une petite roche, là, tu sais, avec la coordination à une main, puis on s'accroupit pour aller la chercher. Fait que... l'équilibre tellement, différentes sortes de sauts. Oui, c'est ça. Fait que tu peux jumeler les sauts pieds collés, puis pieds écartés, 2 pieds, 1 pied. Inclure des mouvements des bras aussi. Exemple, pieds écartés avec les bras dans les airs. Tu peux inclure des rotations. Fait que c'est juste le jeu de marelle. Tu peux travailler plein de choses. C'est comme le jumping jack, là? La marelle jack?
Le Marelle Jack, La c'est Marelle bon, ça. Jack. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, qu'est-ce qui est corde à danser? Ou, je sais pas, Josiane, si tu jouais à ça quand tu étais petite fille, là, l'élastique, là? Ben oui, Tu sais, l'élastique. ça aussi, ça peut être le fun. J'en ai trouvé, je me demandais, je pensais que ça existait Non, mais- plus, ça, mais oui, il y en a encore là, dans certaines boutiques. Ben, les magasins de couture. Certains magasins du dollar, mais les départements de couture, c'est là qu'on va aller chercher les élastiques maintenant et moins au Walmart emballés comme jeu d'élastique. OK, tu Parce vas que te la c'est faire moins- toi-même, c'est Oui. homemade, là. Oui, c'est ça, Parfait, c'est bon. c'est ça. C'est des Ah longs ouais. élastiques, tu fais un petit nœud, puis ça fonctionne. Oui, absolument. Puis sinon, qu'est-ce que tu peux faire sur l'asphalte? Ben, tout ce qui est dessin, peinture, ça peut devenir intéressant. Ah oui, ça, j'aime ça. La peinture avec de l'eau. Oui, peinture avec de l'eau, que sur ça soit l'asphalte, avec ouais. un pinceau ou un Ouais. rouleau. OK, c'est chouette parce que c'est un peu La rouleau, ouais. à refaire tout Ben le temps, oui. là, tu sais. Puis sinon, il y a de la peinture à craie qui peut être intéressant. C'est que tous les petits Ah. bouts de craie que tu te sers pas, là, tu Ouais. les écrases, tu les mets en poudre. Ouais. Après ça, tu rajoutes un peu d'eau dedans. Puis là, ben, tu peux peinturer avec ça. Puis avec la pluie, ça s'en va. Ou on prend une photo, puis on regarde ça Sans souvenir. pour ceux qui sont moins art éphémère et plus art permanent. Oui, c'est ça. Bien, Cindy, je pense qu'on a fait le tour. C'était vraiment stimulant comme conversation puis comme brassage d'idées. Trouves-tu? Oui! Oui, vraiment. Puis je suis contente, tu sais, d'avoir pu parler de tout ça parce que ça fait vraiment partie de mon quotidien là, de plus en plus comme ergothérapeute. Puis j'en découvre vraiment une passion. Là. Ouais. Puis là, avec ta maîtrise qui vient de débuter, tu vas vraiment devenir notre référence sur le sujet, sans aucun doute. Si on veut d'autres activités, là, d'autres inspirations, est-ce qu'il existe des groupes Facebook ou des livres ou sites web que tu voudrais nous recommander? Oui, il y a quand même plusieurs groupes Facebook pour en nommer quelques-uns. Puis, tu sais, je pourrais te les envoyer, là, les noms, comme ça, Okay. si jamais tu es intéressé à aller fouiller puis Ouais. à t'abonner. Là. Je sais pas si on s'abonne à ça, mais en tout cas, bref. Mais il y a Nature en jeu qui Okay. est vraiment intéressant. Il y a Connexion Nature. Il y a Éducation par la nature, petite enfance. Fait que là-dessus, c'est vraiment des idées concrètes hein, que tu peux trouver pour Okay. faire des jeux dehors. OK, je mettrai tout ça en ressources sous l'épisode. Et si on a envie de se former, par exemple, on est un centre de la petite enfance et qu'on a le goût de mettre en place davantage de stimulation en plein air pour les enfants, est-ce que toi ou est-ce que tu connais des formations qui touchent ce sujet-là? Oui, en effet, avec la clinique pour laquelle je travaille, là, la UCA, là, en fait, on a fait 2 types de formations. Il y en a une qu'on touche vraiment ce qui est la philosophie de l'éducation en plein air. Hein. On va aller parler des différents principes qu'on a abordés très brièvement Ouais. ensemble. Puis on va aussi parler de tous les types de jeux qu'on peut faire à l'extérieur, les routines aussi, là, un aspect qu'on n'a pas nécessairement parlé, hein, mais prendre les repas à l'extérieur, les siestes à l'extérieur et tout ça. Ah, oui. Puis on est, pour cette formation-là, c'est une collègue orthophoniste et moi. Fait qu'il y a tout le volet langagier aussi là, qui fait partie de la formation et le volet sensorimoteur aussi. La deuxième formation est vraiment plus poussée sur le sensorimoteur, liée à faire des activités à l'extérieur, mais on fait beaucoup de parallèles aussi entre qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur puis qu'on pourrait amener à l'extérieur et vice-versa, qu'est-ce qu'on fait à l'extérieur, comment qu'on pourrait l'amener à l'intérieur, mais ça l'amène quand même plusieurs idées d'activités à faire en contexte de plein air. Puis c'est vrai, on a une autre petite formation aussi sur l'aménagement de la cour extérieure pour les services de garde ou les CPE, là, c'est vraiment comment optimiser la cour pour en faire un endroit d'éducation en plein air. Ouais. Ah, mais c'est vraiment bien. Puis si on est intéressé, on te contacte à ta clinique? Oui, on peut contacter la clinique pour avoir plus d'informations. Parfait. As-tu quelques propos pour conclure ces 2 épisodes sur l'utilisation de la nature pour stimuler la motricité? Oui, en fait, j'aimerais comme te lancer une invitation. Ce que je souhaite, c'est que en prenant du temps avec les enfants pour aller jouer dehors, pour aller explorer, tu sais, oui, on va aller travailler les différentes habiletés du développement, la motricité, le cognitif, l'affectif, mais
Quand l'enfant est exposé souvent à aller dehors, puis quand il reçoit une guidance de l'adulte pour attirer son attention sur la nature, puis attention sensorielle, qu'il prenne le temps de regarder, de sentir, d'écouter, qui porte son attention sur les différents éléments de la nature, en fait, qui les entourent, puis qui développe les connaissances liées à ça aussi, là, les connaissances liées aux insectes, aux animaux, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Bien, ce que ça fait, là, c'est qu'ils vont avoir le goût de plus prendre soin, puis ils vont développer une certaine sensibilité écologique. En fait, la sensibilité écologique, on pense beaucoup que c'est des propos cognitifs, exemple, tu sais, ben là, jette pas tes déchets au sol, il faut faire attention à notre planète, ou gaspille pas trop d'eau. Mais je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Josiane, mais pour prendre soin, là, il faut que tu ressentes, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Fait que, tu sais, les enfants ont besoin de se connecter avec la nature, ont besoin d'en apprendre davantage, puis après ça va permettre de développer cette sensibilité écologique-là. Fait que c'est plus affectif, c'est plus de la perception, du ressenti. Bien, on veut prendre soin de ceux avec qui on est en relation. Fait que si on n'est pas en relation avec la nature, comme tu dis, ça devient purement cognitif comme concept. C'est ça, puis à la limite, tu sais, des fois, on dit à nos enfants, mais là, gaspille pas trop d'eau, faut faire attention à notre planète, on n'en aura pas assez, tu sais. Mais là, c'est plus stressant qu'autre chose, tu sais. Je me dis, si les enfants développent cette sensibilité-là écologique à travers le jeu, l'exploration, avec un modèle de l'adulte, ça prend ça, parce que ça apprend beaucoup par imitation, les enfants. Ben, je pense que c'est la meilleure voie, là, pour aller vers ça, faire attention à notre planète. Mais je pense qu'on n'aura pas pu avoir une meilleure conclusion à ces 2 épisodes. Merci beaucoup de venir partager ton expertise. Puis on s'en voit cet hiver. Oui, merci Josiane. Bye! Salut! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!